Amis culturels, bonjour. Nous voici donc ici à Paris, à la porte de Versailles, pour le Salon du Livre, Pavillon Lettres d'Afrique. Voilà, la première édition Pavillon Lettres d'Afrique qui donc vient là sur les cendres du livre auteur du bassin du Congo. Toujours une grande ambiance, toujours une grande diversité, la pluralité des styles, des genres, également des pays, cette fois-ci. Mais pour nous en parler, pour nous parler de cette première édition du Pavillon Lettres d'Afrique, sur ce plateau, Aminata, la directrice de Pavillon Lettres d'Afrique. Bonjour Aminata. Bonjour. Alors, donc là, il faut dire que nous sommes sur le Pavillon Lettres d'Afrique. D'où est partie cette idée, Aminata? Alors, écoutez, c'est très simple. Cette idée est partie du fait que déjà depuis quelques années, nous avons le stand de livres autour du bassin du Congo qui rassemblait l'Afrique centrale. Et au bout de cette édition, les autres pays d'Afrique s'intéressaient de plus en plus à ce stand. Donc nous sommes dit c'est le moment de rassembler, de fédérer et de mettre ensemble et l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne finalement, pour mutualiser les énergies afin d'avoir une visibilité intéressante sur un événement tel que le Salon Livre Paris. Voilà. Alors il faut mentionner en passant que vous avez été une pièce, n'est-ce pas, également fondamentale dans le livre autour du bassin du Congo. Comment vous avez réussi à faire ce pont entre le bassin, le salon, donc le bassin du Congo et Pavillon Lettres d'Afrique? Écoutez, finalement, lorsqu'on organisait le stand de livre autour du bassin du Congo, on arrivait chaque année à inclure des auteurs, pas uniquement du bassin du Congo, mais d'Afrique de l'Ouest. Donc on voyait que la demande était de plus en plus forte. Il y a même des pays qui ont essayé de venir tout seuls, comme la Guinée, comme la Côte d'Ivoire, mais qui malheureusement, pour des raisons de budget, étaient réduits à des petites surfaces et qui n'avaient aucune visibilité. Donc nous nous sommes dit, pour permettre à chaque pays d'être présent, mais avec un budget raisonnable, mais avec une forte visibilité, en se mettant ensemble, nous serons plus forts, nous aurons plus d'espace, plus de visibilité. Effectivement, c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Et pouvez nous parler de la participation des pays africains sur ce pavillon, Lettres d'Afrique? Oui, écoutez, nous étions plutôt satisfaits puisque dès les premiers contacts, on a eu un retour positif. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait déjà une demande, il y avait déjà un besoin de ces pays-là. Nous avons réussi en l'espace de 4 mois à rassembler une dizaine de pays, ce qui veut vraiment dire que c'était un besoin. Les pays étaient prêts mais n'avaient pas les ressources pour être présents. Donc là, on a plusieurs pays francophones et comme ouverture à un pays anglophone, nous avons invité le Nigeria comme pays invité d'honneur qui était ravi d'être présent et surtout la présence du premier prix Nobel de littérature africain, Wole Soyinka, qui était parmi nous ce week-end. Voilà. Donc nous signalons là déjà le Sénégal, le Congo, la Côte d'Ivoire, la Guinée et pour la deuxième édition certainement beaucoup plus d'ouverture, Aminata. Tout à fait, alors déjà beaucoup plus de pays parce que pendant le salon, nous avons déjà eu 5 pays qui sont venus nous voir en nous faisant part de leur souhait de rejoindre le pavillon des Lettres d'Afrique l'année prochaine. Et effectivement, nous ne nous sommes pas encore décidés pour savoir quel pays sera donc le pays invité l'année prochaine. Mais forcément, un pays anglophone, pourquoi pas lusophone. Donc voilà. Là, c'est vraiment une ouverture à toute l'Afrique. Et s'il y aurait une particularité pour la deuxième édition, laquelle que vous comptez mettre en relief, Aminata? Écoutez, pour l'instant, on va déjà essayer de retenir les pays qui sont déjà inscrits. Pourquoi pas de faire revenir le pays Nigeria, pays invité d'honneur, et de rajouter donc un autre pays, comme je vous ai dit, anglophone et lusophone. Comme ça, petit à petit, chaque année, on a plus de pays anglophones et lusophones. Voilà. Et là, nous sommes sur les 400 mètres carrés, c'est cela?
Voilà, est-ce que l'année prochaine, pour la deuxième édition, vous comptez prendre plus de mètres carrés ou vous reviendrez sur les 400 mètres carrés? En tout cas, un minimum de 400 mètres carrés, mais bien sûr, notre souhait est d'augmenter la surface parce que nous avons plus de pays, bien évidemment. Voilà, un mot à l'endroit de nos amis qui nous suivent? Écoutez, les Congolais. Télé Congo est sur l'international, donc vous pouvez rassurer qu'on est suivi par un grand monde. Écoutez, moi je tiens à remercier particulièrement donc, tous les visiteurs, le public qui nous ont suivis aussi bien sur place parce qu'en venant visiter le pavillon que sur les réseaux sociaux, à remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés pour que ce pavillon puisse exister aujourd'hui, à remercier l'agence Hopscotch Africa qui, grâce à elle, on a pu réaliser ce pavillon. Le ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire, qui est le pays leader et qui a convaincu ses homologues africains. Et puis le Nigeria, qui a accepté d'être le pays à l'honneur et qui nous a permis de recevoir Wole Soyinka. Donc merci vraiment, parce que sans eux, nous n'aurions pas eu ce succès qu'on a eu aujourd'hui. Voilà. D'entrée de jeu, j'ai dit Aminata, directrice du pavillon Lettres d'Afrique. Certainement que vous aurez voulu ajouter quelque chose, Aminata, dans la présentation. Fondatrice peut-être. Merci. Je vous en prie. Not my mother, not my father, not my sister, not my brother. Nobody else will do. That's why I love you. There's nobody else like you. And no one else will do. There's nobody else like you. There's nobody else like you. Nobody else like you. Not my mother, not my father, not my sister, not my brother. Nobody else will do. That's why I love you. There's nobody else like you. And no one else will do. There's nobody else like you. In hard times, you've been my friend. You've stood by me to the end. When all others. Amis culturels, donc toujours sous le pavillon Lettres d'Afrique, Madame Lili Pongo, qui est la conseillère culturelle du chef de l'État. Bonjour Madame la conseillère. Bonjour. Si j'ai écorché, vous me pardonnerez Madame la conseillère. Il n'y a pas de souci. Merci. Alors donc la participation congolaise à cette première édition du pavillon Lettres d'Afrique, quelle appréciation, quel sentiment? Enfin, nous sommes heureux de partager avec les autres pays africains ce stand qui, à l'époque, nous l'animions avec livres et auteurs des bassins du Congo. Donc aujourd'hui, unis avec d'autres pays, nous estimons que vraiment l'union fait la force. Voilà. Alors, comment vous avez trouvé le pavillon? Pendant 5 jours, vous avez été présent sur le pavillon, sur le site, avec un stand de Congo. La qualité des communications et tout. Est-ce que vous avez un mot à dire particulièrement? Moi, ce que je pense, c'est qu'avec un stand Congo, nous avons été présents. Mais il nous faut beaucoup plus d'auteurs, beaucoup plus d'éditeurs qui viennent participer à ces rencontres. Parce que c'est des rencontres qui sont très riches. On apprend aussi des autres et nous avons aussi à apprendre aux autres. Donc les rencontres, il ne faut jamais faire l'économie des rencontres. C'est toujours des bons moments de grande richesse. Voilà. On sait que vous avez toujours été présent durant toutes ces années, que Livre auteur du bassin du Congo a eu le vent en poupe. Aujourd'hui, Pavillon Lettres d'Afrique, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est dans la continuité ou il y a une rupture totale? Non, je pense que c'est dans la continuité.
À l'époque, nous regroupons un panel d'écrivains assez limité. Et aujourd'hui, Livres et Lettres d'Afrique, ça regroupe un plus grand panel, ce qui n'est pas mauvais. Bon, voilà. Mais les échanges, c'est toujours enrichissant. Merci. Certainement la partie exposition, vous êtes beaucoup côté exposition, Madame la conseillère. Non, moi je m'occupe de tout ce qui est culture, que ce soit de l'art au niveau peinture, spectacle, cinématographique, la littérature. Je suis partout, c'est mon travail. Donc promouvoir la culture congolaise, la culture africaine. Merci alors. Un mot de plus? Oh, je peux que vous dire merci. Et ça a été des très grands moments d'échange, de rencontres culturelles avec beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup d'échanges, de grandes richesses. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci. There's nobody else like you. Nobody else like you. Not my mother, not my father, not my sister, not my brother. Nobody else will do. That's why I love you. There's nobody else like you. And no one else will do. There's nobody else like you. In hard times, you've been my friend. You've stood by me to the end. When all others cease to be, I look around and you're there with me. Whenever I'm in trouble, Lord, you're there. Always there. When I feel like dying, oh Lord, you care. Amis culturels, Assia Printemps Gibrela, sur le plateau de Cultura ici au Salon du Livre, Pavillon Lettres d'Afrique sur le stand de Congo. Bonjour alors Assia. Bonjour, et bien Ça merci va de m'accueillir. Ah ben ravi d'être là. Alors, Oui. la dernière fois nous avons parlé des nouvelles, mais cette fois-ci nous sommes dans la poésie. Et donc vous venez de diffuser, vous venez donc de publier aux éditions Les Plumes d'Ocris, Afrique, un recueil de poésie. Alors, Pas tout à fait, ça n'est pas tout à fait un recueil de poésie parce qu'en fait, ce dernier opus qui est sorti en janvier 2017 est en 3 parties. Donc il y a une première nouvelle qui est en fait l'histoire de 2 jeunes filles qui se retrouvent au cours d'une guerre civile. Oui. Ensuite, il y a une partie qui en fait est basée sur 30 poèmes mais qui sont plutôt des coups de poing, des coups de gueule sur l'Afrique. Et la dernière partie en fait qui représente mon histoire puisque c'est l'installation de mon grand-père vietnamien à Brazzaville. d'accord. Donc on dirait là on est quelque part dans l'autobiographie alors. Alors parlez-nous de Afrique. Alors. Afrique avec A apostrophe et fric. D'abord pourquoi A apostrophe et fric pour tomber, n'est-ce pas, dans Afrique. Alors, Comment on entend c'est vrai que j'assume, c'est un jeu de mots qui peut peut-être choquer, mais j'essaie aussi d'être au plus proche de la réalité parce que je trouve que notre continent africain est devenu un lieu d'enjeu, de passage pour le fric et à notre propre détriment aussi. Et puis je pense que aimer son continent, aimer son pays, aimer sa culture, c'est être capable aussi de dire les choses telles qu'elles sont et on ne peut pas toujours dire que c'est de la faute des autres. On a aussi une part de responsabilité sur ce que devient notre Afrique. Alors revenons donc au contenu. Tout à l'heure, nous parlons donc d'une partie qui vous met vous-même en exergue, qui vous met même en relief. Donc une partie qui parle de vous-même. Oui. Et je disais qu'on était là dans l'autobiographie. Assia. Tout à fait, parce qu'en fait, voilà, il y a pas longtemps, j'ai retrouvé une partie de ma famille, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Et mes cousines, ma famille m'a dit, mais enfin, toi qui écris, tu écris sur plein de thèmes qui nous touchent, les femmes, les enfants soldats, etc. Mais
pourquoi tu n'écrirais pas, en tout cas, sur l'histoire de notre famille. Et c'était aussi une façon de rendre hommage à mon père, qui était écrivain, M. Bazouji Birila, ma mère, qui était conteuse, mais aussi de parler de mon histoire de vie, de l'implantation de ce grand-père vietnamien, Tang Van Sao, à Brazzaville, avec toute la difficulté qu'il a eue, lui qui venait de son Vietnam natal, s'installer en Afrique. C'est vraiment le choc des cultures et comment il a fait pour s'implanter là-bas. Et puis aussi, finalement, tout ce que ce parcours de vie, son parcours de vie, a pu influencer sur ma culture et sur mon désir, en tout cas aujourd'hui, d'écrire cette histoire-là. Voilà. Alors, et vous parlez de 3 parties, n'est-ce pas, qui composent votre ouvrage. Les 2 autres parties, vous pouvez nous en parler? Ah oui, alors la première partie, en fait, c'est... j'ai campé le décor en Afrique parce que mon thème, c'est l'Afrique, parce que comme tout le monde sait, on sait que cette année, le printemps des poètes est sur l'Afrique, mais en fait, c'est l'histoire de 2 jeunes filles de cultures différentes qui se trouvent dans leur ville et la guerre civile s'installe. Alors, comment fait-on? Vont-elles devenir amies? Enfin, voilà, c'est tout le questionnement, en fait, de, si vous voulez, cette notion de danger qui peut s'installer dans une ville, dans un pays, quand il y a un attentat, un coup d'État, ou tout simplement des mouvements sociaux qui bousculent toute une population. Et ben voilà, moi je suis contente, je suis émue aussi de présenter ce recueil parce que c'est aussi... alors je sais que peut-être qu'il ne sera pas forcément apprécié parce que je dis des choses fortes, mais pour moi c'était presque un devoir de mémoire de dire les choses telles qu'elles étaient et puis une fois encore de faire un genre de témoignage sur ce que je suis et sur ce que je voudrais transmettre aux gens qui me lisent, mais aussi à ma fille et aux gens de ma famille. En tout cas, vous avez écrit ce recueil avec votre sang, avec votre cœur. Et rassurez-vous que vous rencontrerez toujours des lecteurs qui iront dans ce sens-là. Ah bah, ça de toute façon. Et puis je voudrais aussi en profiter pour remercier les lecteurs qui continuent à me suivre depuis 2009. Voilà. Merci Assia. Merci beaucoup. There's nobody else like you. There's nobody else like you. Nobody else like you. Not my mother, not my father, not my sister, not my brother. Nobody else will do. That's why I love you. There's nobody else like you. And no one else will do. There's nobody else like you. In heart. Sur le pavillon des lettres d'Afrique, Camille Bongo qui vient du Congo-Brazzaville. Camille Bongo qui vient donc de visiter le stand pavillon des lettres africaines, des lettres d'Afrique. Camille, il faut dire qu'il est éditeur. Et en qualité d'éditeur, il va nous dire également, il va nous partager ses impressions. Bonjour, monsieur Camille Bongo. Bonjour. On sait depuis quelques années, vous dirigez, vous présidez, n'est-ce pas, les destinées d'une maison d'édition que vous allez présenter vous-même et vous allez nous partager vos sentiments après la visite que vous avez effectuée sur le stand donc au pavillon des lettres d'Afrique. Oui, les éditions Presse et Culture ont une bonne dizaine d'années d'existence. Ils peinent à émerger, mais parce que les ressources que nous avons mis au départ ne pouvaient pas permettre une sortie fulgurante. Mais on a beaucoup de titres qui sont en vue. On est au 33e ouvrage, tout ouvrage confondu, c'est-à-dire poésie, roman, livres scolaires, etc., etc. En ce qui concerne les sentiments sur le pavillon Afrique, j'ai été bien sûr saisi d'émotion lorsque j'ai aperçu un groupe d'hommes rassemblés qui écoutaient religieusement Wele Soyinka. Et il faut venir à Paris pour le rencontrer en direct, c'est le problème de l'Afrique. Mais je suis heureux de voir que le stand africain comporte quelques expositions intéressantes. Est-ce que vous n'avez pas là, vous n'exprimez pas là aussi quelques sentiments pour
la prochaine fois peut-être voir les éditions donc, que vous dirigez ici présentes sur le pavillon Lettres d'Afrique? Bien sûr, bien sûr. Je suis venu pour m'approvisionner moi-même en tant que lecteur, mais aussi pour voir quelles sont les conditions, comment ça se passe. J'ai déjà, bien sûr, quand j'étais dans les stages ici, assisté aux éditions de cette foire du livre, mais les choses ont bien changé, donc il va bien falloir savoir comment ça se passe et comment exposer au même niveau que les autres. Alors, Camille Bongo, parlez-nous de presse et culture. Depuis une dizaine d'années, vous avez quelques titres avec vous. Dans quels genres vous, finalement, vous produisez? Dans quels sont les gens qui vous intéressent? Et qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement pour que vous décidiez à l'édition? Non, j'ai décidé d'aller à l'édition parce que je trouve que dans mon pays, l'écrit n'est pas au bon niveau. Nous avons de grands auteurs, nous avons de jeunes auteurs qui promettent, mais qui n'ont pas les moyens de publier. C'est ça, et en même temps, il va falloir que nous produisions les livres de notre école, conformément à nos programmes, nos préoccupations. Et ça manque. C'est pour aller dans la démarche structurante de la vie intellectuelle chez nous que j'ai décidé de créer cette maison d'édition. Perspective pour presse et culture? On a une dizaine d'ouvrages sous presse. Donc, et on s'aperçoit que de plus en plus, notamment les jeunes, s'adressent à nous pour leurs écrits. Merci, monsieur le ministre. There's nobody else like you. Nobody else like you. Not my mother, not my father, not my sister, not my brother. Nobody else will do. That's why I love you. Amis culturels, toujours ici sur le pavillon, donc Lettres d'Afrique. Beaucoup d'invités, comme nous le disions, toujours des visiteurs et c'en est également un que nous avons là. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, pour le bonheur de nos amis culturels, vous allez vous présenter? Bien, je suis Momar Nguer, je suis sénégalais d'origine, je suis membre du comité exécutif du groupe Total, directeur du marketing du groupe. Voilà, et puis amoureux de la littérature. Merci. Alors, amoureux, en tout cas, le témoignage est là, pour ne pas dire que là, vous venez de visiter le pavillon Lettres d'Afrique, c'est dire toute votre passion. Et à la sortie, donc, au terme de cette visite, au terme de cette présence, quel sentiment? D'abord que ce soit trop court, finalement, un week-end c'est un peu court, et puis moi j'ai fait mes emplettes, et puis que dire, la joie de retrouver la Côte d'Ivoire comme pays hôte, la Côte d'Ivoire éternelle, la Côte d'Ivoire telle que le président Houphouët l'a rêvé, la Côte d'Ivoire ouverte à toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire figure de proue. Je dis ça avec beaucoup d'émotion. Je retrouve la Côte d'Ivoire que moi j'ai connue en 80 quand j'ai fait mon stage d'école à la BCC et celle dont toute l'Afrique a été amoureuse. Et puis les lettres finalement, quand je regarde, quand je vois tous les auteurs que j'ai croisés, tous ces ouvrages, tous ces jeunes, l'Afrique, tous ces gens qui cherchent à nous diviser, tous ces gens qui cherchent à nous expliquer que l'Afrique est fragmentée, eh bien, quel message par les temps qui courent, quel message d'unité, quel message d'universalité, quel message, quelle voix dans le monde. Eh bien, fierté d'être africain simplement, fierté de dire qu'avec leurs mots, avec nos mots, dans leur langue, nous disons notre vision du monde. Et par les temps troublés que nous vivons, dire ce que nous sommes, l'Afrique éternelle, l'Afrique unie, l'Afrique telle que l'ont rêvé les fondateurs. Alors, et s'il y a un souhait formulé à l'endroit du pavillon Lettres d'Afrique? Eh bien, il faut que ça continue. Il ne faut pas que ça s'arrête. C'est un mouvement lancé.
Ce pavillon, je souhaite que, année après année, elle gagne des mètres carrés, encore des mètres carrés. Comme disait Césaire, un pas, un autre pas, et tenir garder chaque pas. Voilà, c'est ce que je souhaite à ce pavillon. Merci en tout cas. There's nobody else like you, and no one else will do. There's nobody else like you. There's nobody else like you. Nobody else like you. Not my mother, not my father, not my sister, not my brother. Nobody else will do. That's why I love you. There's nobody else like you, and no one else will do. There's nobody else like you. Amis culturels, toujours au Salon du Livre, sur le pavillon Lettres d'Afrique, Jean Divassa Nyama, qui nous arrive avec L'amère saveur de la liberté, paru aux éditions Go, c'est son 6e roman. Et chers amis culturels, pour votre information, Jean Divassa Nyama est né au Gabon. Il est lauréat en 2008 du Grand Prix littéraire d'Afrique noire et en 2013 du Grand Prix des lettres du président. La mère saveur, j'ai dit, c'est son 6e roman. Alors, là, Jean Divassa, vous continuez à vivre au Gabon ou vous êtes maintenant ici installé en France? Je vis au Gabon où j'enseigne l'anglais au lycée de la Réussite. Voilà. Parlez-nous de votre 6e roman, La mère saveur de la liberté. La mère saveur de la liberté, c'est la conquête coloniale au Gabon au début du XXe siècle. Donc, je constatais que la jeunesse gabonaise ne connaissait pas bien l'histoire de leur pays. J'ai fait des recherches à la NOM, aux Archives nationales d'outre-mer d'Aix-en-Provence, que j'ai recoupées avec les sources orales parce que j'ai fait du terrain pour interroger les témoins de cette histoire. Donc, après avoir écrit ce roman, qui a bénéficié du Grand Prix Ahmed Baba de Bamako en 2016. Ce livre est étudié maintenant à l'université et dans les établissements scolaires. Donc c'est trois romans en un seul. Le premier titre c'est La Révolte 1904-1908. Le deuxième titre c'est La Guerre 1909. Et le troisième titre c'est La Paix de Brave 1907-1913. Voilà. Il faut dire que La mère saveur de la liberté est un vers que vous avez tiré d'un poème d'Alun Diop. De David Diop. David Diop. Afrique, donc Afrique, mon Afrique, Afrique de fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang, le sang de ta sueur, la sueur de l'esclavage. Donc c'est ce texte, hein, je pris un vers de David Diop dans Afrique. Ouais. Voilà. Et pour quelle motivation, Jean Divassa? Bon, quand je suis allé à la bibliothèque de Saint-Exupéry, j'ai lu un livre intitulé Voyage au Congo et retour au Tchad d'André Gide. Donc ce livre m'a beaucoup interpellé et quand je pensais à l'histoire du Gabon qui était très mal connue par les jeunes, je me suis dit pourquoi pas ne pas écrire un roman historique. Donc j'ai écrit un roman historique et j'ai intitulé ce roman La mère saveur de la liberté parce que dans le poème de David Diop, il parle de la lutte anticoloniale. Donc ayant des résistants au Gabon, je me suis dit que ce titre peut convenir à ce roman. Donc c'est pour cette raison que j'ai intitulé ce livre La mère saveur de la liberté. Voilà. Tout à l'heure, je mentionnais que vous êtes lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2008 et également en 2013, Grand Prix des lettres du président de la République. Aujourd'hui, c'est un roman qu'il faut dire qui est déjà qui a une très belle réception. Ne pensez-vous pas que là également, vous êtes là déjà dans le cheminement d'un autre couronnement? Oui, je suis en train d'écrire un roman qui sera publié cette année, intitulé La mortelle caresse. La mortelle caresse qui parle des tribulations d'un général saint-cyrien
qui a des difficultés avec le pouvoir parce que en Afrique, on pense toujours que le rôle d'un général, c'est de faire un coup d'État pour prendre le pouvoir. Or, lui, ce n'était pas son rôle. Lui, il a appris avec un collègue général qui a pris le pouvoir dans un autre pays africain. Mais le fait qu'il ait regardé les vidéos de son camarade de classe à Saint-Cyr, il a été accusé qu'il veut préparer un coup d'État. Donc c'est ce roman-là qui sortira cette année. Très bien. Toujours aux éditions Go? Oui, aux éditions Go. Voilà. Vous êtes fidélisé avec les éditions Go alors? Mais oui, tout à fait. Et quand le travail est bon, donc on s'arrête d'abord là et, en attendant de voir ailleurs. Merci. Merci Jean Divas. In hard times, you've been my friend. You stood by me to the end. When all others cease to be, I look around and you're there with me. Whenever I'm in trouble, Lord, you're there. Always there. When I feel like dying, oh Lord, you care. Always care. Mais que je serai toujours ici au Salon du Livre, pavillon Lettres d'Afrique, sur le plateau de Cultura, Emmanuel Dongala. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, je partirai d'une simple phrase que vous venez de prononcer. Quand je n'ai rien à dire, je me tais. Et quand j'ai quelque chose à dire, j'écris. Dongala nous revient avec la sonate à Bridget Tower, un roman. C'est dire déjà que Dongala a eu à nous dire. Oui, absolument. Je n'écris pas beaucoup. Entre deux livres, je prends 4-5 ans. Voilà. Donc j'avais quelque chose à dire, effectivement. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous parler déjà de votre dans ce dernier roman, la sonate à Bridget Tower? Oh, oui, jusque-là, tous mes romans, ça tourne autour de l'Afrique, du Congo, où j'ai évoqué tous les problèmes de pauvreté, la lutte des femmes, la corruption, la dictature et les enfants soldats. Et je me suis dit, bon, mais maintenant que je fais le tour de ces questions, ben, je vais essayer d'aborder autre chose. Et cette chose-là, c'est ce qui se passe en Europe du fin 18e, début 19e siècle, où il y a toute une série d'événements, la lutte des Noirs contre l'esclavage, la liberté, les sciences, voilà, beaucoup de sujets, quoi. Voilà. Et pourquoi la sonate à Bridget Tower? La sonate à Bridget Tower parce que d'abord, c'est la sonate la plus connue de Beethoven, la plus célèbre, la plus virtuose, la plus difficile à jouer. Et deuxièmement, parce qu'au départ, ça a été dédié à un jeune noir, en fait, disons métis. Donc pour moi, c'est très intéressant que sans la présence de ce noir qui a des ascendances africaines, Beethoven n'aurait jamais écrit cette sonate. Et donc ça vous a inspiré autant pour en faire un titre de roman? Voilà, ça m'a inspiré. J'en ai fait un roman parce qu'il y avait des événements extraordinaires à cette époque-là. Ça se passe en 1789, c'est la Révolution française, c'est la philosophie des Lumières, c'est l'époque où la science se développe, c'est l'époque où on se bat pour les libertés. Vous voyez, tous ces sujets-là, pour un écrivain qui est très curieux du monde, pour moi, c'était une période, c'était béni, c'était du pain béni pour moi en tant qu'écrivain. Et quelle est la part de la passion pour la musique donc chez Emmanuel Dongala? Ben moi, j'ai toujours aimé la musique parce que j'ai écrit sur le jazz dans un livre qui s'appelle Jazz et vin de palme. J'ai écrit de longs passages sur la rumba congolaise dans mon dernier roman qui s'appelle Photos de groupe au bord du fleuve. Et maintenant, j'aborde la musique classique. Donc voilà, pour moi, je vis au milieu de la musique. Et puis, en tant que Congolais, vous savez, la musique pour nous, c'est la vie. Merci en tout cas, Emmanuel.
In hard times, you've been my friend. You stood by me to the end. When all others cease to be, I look around and you're there with me. Whenever I'm in trouble, Lord, you're there. Always there. Alors, Monsieur le ministre, vous avez rappelé l'expérience qui a été celle du livre auteur du bassin du Congo, qui, on pourra dire, a été un peu, disons, à la source de la nouvelle formule, du nouveau schéma que prend aujourd'hui le pavillon Lettres d'Afrique. Et il y a de cela 2 ans, je disais tout à l'heure, vous saluez cette expérience. Également, vous souhaitez en fait naître un jour l'expérience qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle de voir un pavillon qui s'ouvrirait davantage à toute l'Afrique, tel que ça se fait aujourd'hui, pour que également les expériences nationales qui ont essayé de vaciller ça et là au niveau du salon soient plutôt mises en relief davantage. Et aujourd'hui, vous rappelez cette expérience, vous la saluez. Alors, dans l'expérience d'aujourd'hui, dans la nouvelle formule d'aujourd'hui, celle que nous vivons, est-ce que vous pensez que c'est une expérience qu'il faut pérenniser? Parce que, ayant atteint les objectifs, sinon dans la perspective, déjà dans la démarche des perspectives que vous exprimez il y a de cela quelques années, également, pour ce qui est du SILA, le salon que vous organisez, est-ce que vous pensez là, c'est quelque chose qui peut inspirer l'expérience du SILA? Très bien, bien sûr. Nous le souhaitions, cette expérience, la présence de la plupart des pays africains ensemble sur un stand, nous l'avons souhaité et aujourd'hui ce souhait est exaucé puisque nous voilà tous rassemblés sur un stand qui peut s'étendre à d'autres pays qui n'ont pas pu être là cette année. Donc, c'est une expérience à pérenniser, c'est une expérience à continuer à enrichir, à faire progresser pour que à tous les salons, et nous avons le salon de Paris, mais nous avons également le salon de Genève, nous avons le salon de Montréal, c'est-à-dire que là où des initiatives sont prises pour promouvoir le livre écrit en langue française, nous devons investir tous ces espaces. Et naturellement, nous devons nous enrichir de cette expérience que nous faisons ici à Paris pour que sur le continent, nous puissions être rassemblés dans un pays. Quelqu'un me disait tout à l'heure, me félicitant de cette réussite, et il m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne ferez pas la même expérience chaque année dans un pays africain? Un salon panafricain itinérant qui serait accueilli chaque année dans un pays. Ceci pour que nous puissions sur le continent réussir l'expérience que nous faisons ici. Nous avons cet exemple-là en perspective et nous pensons que ce sera également aussi un chantier à ouvrir, c'est-à-dire demain sur le continent, unis dans un pays, tous les éditeurs du continent se retrouvent pour célébrer le livre et pour renforcer les liens de coopération et d'amitié entre les pays africains. Et pour l'ouverture avec le SILA? Oui, bien sûr. Le SILA existe depuis bientôt 20 ans. C'est un salon qui est international puisque plusieurs pays participent à ce salon. Plusieurs pays viennent à ce salon. Nous avons déjà invité le Maroc comme pays invité d'honneur. Nous avons invité le Sénégal, nous avons invité également le Burkina, les pays proches de nous. Et nous comptons continuer l'exemple. Donc, l'expérience que nous faisons ici doit être capitalisée dans chacun de nos pays. C'est pour cela que la plupart des directeurs et commissaires de nos salons de livres sont tous présents.
ils sont présents ici à Paris pour qu'ils puissent se rencontrer, échanger et s'enrichir de l'expérience qui est faite ici à Paris. Alors, vous avez choisi comme thème du SILA le livre au cœur de la famille. Est-ce que vous pouvez nous décliner ça? Ah oui, parce que la famille, nous savons tous, le cœur de nos sociétés, nos États, nos départements, nos villages s'appuient sur la cellule la plus proche de l'homme, de l'enfant, c'est la famille. Donc le livre au cœur de la famille, c'est une façon pour nous de montrer que la lecture, l'habitude de la lecture se prend depuis le berceau, depuis l'enfance, auprès de la mère, auprès du père. Et aujourd'hui, la télévision et Internet et le téléphone portable nous éloignent les uns des autres et surtout du livre. Donc il faut remettre le livre à sa place parce que le livre et la lecture sont les nourritures de l'esprit. Et nourrir l'esprit permet de développer l'intelligence de nos enfants et de les préparer à des ambitions beaucoup plus grandes. Lire permet à nos enfants, à nous-mêmes, de nous enrichir de l'expérience des autres, de connaître d'autres époques, d'autres sociétés, et de rencontrer de grands hommes et de grandes femmes qui sont les auteurs, qui vous font partager leurs expériences et l'expérience d'autres personnes. Donc, le livre au cœur de la famille, c'est une façon de promouvoir le livre depuis la famille. Et un auteur qui écrit beaucoup, c'est une dame, est, disons, la marraine de cette édition du livre, parce que cette dame écrit beaucoup. Elle écrit pour les enfants, elle écrit pour les jeunes femmes, elle écrit pour la famille, la question qui touche à la cohésion sociale, la question qui touche aux valeurs spirituelles, aux valeurs morales, la question qui touche à la paix, à la fraternité. Voilà, elle s'appelle Regina Yaou. C'est donc elle qui va être célébrée avec un pays, l'Espagne. L'Espagne comme partenaire, puisque l'ambassadeur de l'Espagne apporte beaucoup à l'édition, apporte un appui aux éditeurs ivoiriens, aux écrivains, bien que ce soit un pays de langue espagnole, mais on comprend que le livre et la culture sont des moyens d'éduquer des peuples. Et pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a connu la crise, qui a connu la guerre, le livre doit être un moyen de rapprocher les citoyens, de rapprocher les familles. Et c'est pour cela que le thème de ceci-là, ce salon international du livre d'Abidjan, porte sur la famille. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup. There's nobody else like you. Nobody else like you. Not my mother, not my father, not my sister, not my brother. Nobody else will do. That's why I love you. There's nobody else like you. And
stood by me till the end, when all others ceased to be.